Il reste une semaine et demie avant la fin de la saison régulière. Les séries qui approchent, c'est le début de l'épisode numéro 80 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tous et merci pour ceux qui nous écoutent en live les mercredis 20h sur Facebook, sur X et sur YouTube. Merci à ceux qui nous écoutent aussi dans un format podcast plus traditionnel. Charles-Alexis Brisebois à l'animation. À mes côtés, comme à chaque semaine, le collègue Sébastien Berroir. Sébastien, comment vas-tu? Ça va bien. Le vrai baseball est à nos portes. Ça s'en vient. C'est déjà commencé pour certaines équipes, là, mais vraiment, ça s'en vient à grands pas. Puis on va avoir tout un mois d'octobre. Ce que tu viens de dire là, c'est très, très, très intelligent. Toi, c'est rare. T'es un fan de baseball canadien. Oui. C'est quoi ton QI baseball, toi? Je sais pas. D'après certains annonceurs des Orioles, il doit être très, très bas. Là. Ça doit être assez faible. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette semaine, pendant un match de la fin de semaine, là, il y a quelques jours, entre les Orioles et les Blue Jays, il y a l'annonceur des Orioles qui a décidé de tirer une balle perdue sur les amateurs du baseball au Canada en disant que on a le sentiment des fois qu'ils sont pas très, très intelligents. Des fois, le QI baseball, pas toujours élevé. On voit qu'ils aiment plus le hockey au Canada. Premièrement, oui, OK, c'est le hockey populaire ici. Mais sinon, moi sérieusement, je me demande qu'est-ce qui l'a amené à dire ça, Sébastien, parce que c'est pas comme si les fans, mettons, je sais pas, se lèvent pas quand il y a 2 retraits puis 2 prises, puis que ton équipe est sur le point, justement, là, de mettre fin à la manche quand tu es en défensive ou en fin de match. Je comprends pas ça vient d'où, parce que les fans réagissent au bon moment, les fans sont investis, les fans sont impliqués. On les voit à chaque match des étoiles à travers le Canada, ça vote pour les Blue Jays en masse. Le stade est plein. Si le stade avait été vide en pleine course aux séries, je t'aurais dit, OK, peut-être tu as un point. Mais non, là, entre les deux, le stade qui est vide, c'est celui à Baltimore parce qu'ils n'ont pas de club cette année. Là, à Toronto, je vois vraiment pas ça vient d'où, à part un Américain frustré envers le Canada. Je sais pas. Moi, la question que je me pose tout le temps, c'est pourquoi? Ouais. Pourquoi? Pourquoi lui a dit ça? Pourquoi Buck Martinez a dit que les Yankees n'étaient pas une bonne équipe? Pourquoi Josh Chisholm Jr. est allé dire que les Yankees étaient la meilleure équipe du baseball? Pourquoi? Y a-t-il quelqu'un qui va répondre? Je pense qu'il répliquait à Buck Martinez, en fait. Ah, peut-être, mais est où l'utilité de ça? Puis est où la pertinence de ça? Puis tu as entièrement raison. Tu sais, quand il a dit ça, c'était parce que les partisans des Jays huaient sur un relais au premier coussin du lanceur. C'est partout, c'est pas au Canada, ça, là, c'est partout dans le baseball majeur. Tous les fans de baseball font ça. C'est un classique. C'est pas une question de Canada, de Toronto. C'est une question de baseball. Puis... S'ils ne l'avaient pas fait, les partisans dans les estrades, là, on dirait là, ils n'ont pas de QI baseball parce que, comme tu le dis, c'est un classique. Tu es un lanceur adverse, tu fais un pick-off au premier, tu vas te faire ruer, que ce soit justifié ou pas, tu vas te faire ruer. C'est ça le baseball. Exactement. Ce qui m'amène à questionner le QI baseball de cet annonceur des Orioles qui certainement est frustré, qui devait s'attendre à gagner la Série mondiale cette année finalement, puis que là, il est vraiment frustré à la fin de la saison de cumuler défaite par-dessus défaite parce que son organisation n'est pas capable d'aller chercher des lanceurs alors que tout le monde qui a un QI baseball le sait que les Orioles ont besoin de lanceurs partants. Oui, exact. C'est la raison qui m'avait fait dire je pense que c'est un hot take, mais je pense que les Orioles vont manquer les séries. Et mon Dieu, j'ai-tu eu raison finalement? Oui. Et je suis un fan de baseball canadien. Là. Oui, c'est vraiment surprenant. Ça à n'y rien comprendre. Oui, puis je pense que c'est plus surprenant que j'aille une bonne prédiction au point. Là. Mais ça, c'est un détail. Oui, ça c'est très, très surprenant. Oui. Mais quand même, c'est quand même supérieur à un commentaire comme ça. Oui, exactement. Sébastien, j'en profite pour faire une petite plug. Liam qui nous dit ici, Liam Hood, beau t-shirt Charles, il fait référence à mon chandail de Alley-Oop ici, qui m'a amené parce que Liam, il attend de l'autre côté de la porte. Probablement que j'ai fini mon podcast pour avoir un peu d'attention. Donc, on dit bonjour à nos amis là, de Alley-Oop. Donc voilà, c'était ma petite plug du jour. C'est la raison pour laquelle je porte ce t-shirt-là aujourd'hui. Fait que c'était tout arrangé, tout ça, là. C'était vraiment arrangé avec le gars des vues. Oui, OK. C'est ça. Sébastien, là-dessus, allons-y avec le bloc sur les Blue Jays de Toronto. OK, Blue Jays, let's play ball. Ça va être dur de
pas parler de Beau Bichette dans ce bloc-là sur les Blue Jays ou, comme l'a appelé Georges Larac dans ma chronique aujourd'hui à BPM, Bobo Bichette. Du grand Georges. Je l'ai vraiment trouvé bonne. En parlant de Yes Savage, il a aussi dit Il est sauvage. Vraiment, là, il était en feu là, sur les jeux de mots aujourd'hui. Puis ça tombe bien parce que c'est probablement les 2 premiers sujets du jour. Oui. Beau Bichette, évidemment, Sébastien, on connaît son importance. Si les Blue Jays ont une belle saison en 2025, c'est en partie grâce à lui. Après la saison, appelons-la catastrophique là, de 2024 des Blue Jays, on s'était dit quoi? On s'était dit, ça va prendre quelques gars qui en donnent plus, justement, pour espérer y aller en 2025. On le disait sans trop y croire, probablement parce qu'on ne connaît pas notre baseball. Et puis, finalement, écoute, tu as George Springer qui s'est levé, tu as la rotation, la relève, la première moitié de saison qui s'est levée. Et puis, Beau Bichette, c'est une des raisons pour que ce club-là va bien. Là, il s'est blessé au genou. Sa saison régulière est terminée. Il va falloir faire un bout de chemin en série, probablement pour le revoir, parce qu'on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'il soit là au premier match des séries. Même si les Blue Jays ont un bail et qu'on évite les séries de meilleur deuxième, qu'on se rend directement en série de division. Écoute, c'est pas une catastrophe pour le moment, parce que l'attaque se lève, le club est bon. Andrés Jiménez, il est né pour jouer à l'arrêt-court. Ce gars-là, il est au deuxième but depuis quelques années, mais on s'entend que c'est pas un trouble de l'avoir à l'arrêt-court. Mais quand même, un bâton comme ça, un gars qui s'enlignait pour frapper à peu près 200 coups sûrs cette année, quand il n'est pas dans ton alignement, ça fait mal. Certainement. Puis, tu sais, aussi stupide que ça puisse paraître, si je peux m'exprimer ainsi, c'est lui qui protège Vladimir Guerrero dans l'alignement. On le faisait frapper derrière lui, donc c'est lui qui le protège dans ce rôle offensif-là. Fait que nécessairement, ça va avoir des répercussions autant pour Vladimir que pour tous les joueurs des Blue Jays. Ça va enlever de la profondeur. Puis, tu sais, là, c'est beau, ça va bien pour les Jays. On fait des remontées. Mais en séries éliminatoires, ce n'est pas la même chose. On n'affrontera pas les releveurs en fin de match, les mêmes qu'on affronte en saison régulière. Ça va être les meilleurs qui vont être là. Ça va être plus difficile de revenir dans les matchs. Fait qu'il va falloir frapper tôt offensivement. Puis ça va être plus dur de le faire sans Beau Bichette. Tu disais que c'était une des raisons pour lesquelles les Jays sont là cette année. Pour moi, c'est la raison principale. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui se sont levés. Mais si Beau Bichette ne se lève pas comme il le fait, les Jays ne sont pas où ils sont présentement. Donc, vraiment, ça risque d'avoir des répercussions assez importantes. Si on est capable de tenir le coup jusqu'à son retour, bien là, on pourrait faire un bon bout de chemin à partir de ce moment-là. Puis, par la force des choses, c'est sûr que les Blue Jays veulent l'avoir pour la course aux séries. C'est sûr que lui veut participer à cette course-là aux séries. Il tombe joueur autonome aussi à la fin de l'année. Puis c'est un des cas les plus spéciaux de tout le baseball majeur parce que c'est un des meilleurs agents libres cet hiver. C'est sûr qu'il va avoir les Kyle Schwarber, il va avoir Kyle Tucker qui va être là. Il y a Framber Valdez. Il y a quelques gars comme ça que ça va être un peu what you see is what you get. Là, on sait à peu près à quoi s'attendre. Beau Bichette, on lit beaucoup dans les derniers jours, puis le spectre est large. Là, je lisais un article de la MLB qui disait s'il y a 5 offres d'agents libres, ça se peut que la première et la 5e offre, il y ait un écart énorme entre ces offres-là parce que c'est dur de lui donner de la valeur en raison de sa saison 2024. Parce que tu ne sais pas, oui, on sait que c'est un bon joueur, mais 2025, jusqu'à quel point c'était au-dessus de ses standards, on se le demande. Là, encore une fois, il s'est blessé au genou. Par la force des choses, ça amène certains questionnements. Donc, c'est sûr que lui aussi, d'un point de vue personnel, il se dit, si non seulement je suis capable d'être en santé, mais de laver ma réputation en série d'un gars qui n'est pas capable de gagner un maudit match éliminatoire, ça va m'aider quand je vais devenir agent libre. Donc, tout le monde a toutes les meilleures raisons du monde de se dire, il ne reviendra pas à 100%, puis il va falloir qu'il joue quasiment sur une patte en série pour aider ce club-là, puis pour aider sa propre cause. Oui, exactement. Il y a des organisations qui le voient comme un joueur de deuxième but ou qui ne le voient pas comme un joueur d'arrêt-court à tout de moins. Fait ce qui est une bonne évaluation, là, tant qu'à moi. Oui, quand même. Mais si tu es capable de prouver que tu peux faire le travail à l'arrêt-court, surtout dans des grands moments, bien là, tu peux attirer d'autres organisations qui peut-être se posaient des questions, qui pourraient prendre une chance avec Beau Bichette à l'arrêt-court ou qui ont un besoin criant à cette position-là, qui n'ont pas le choix d'aller chercher un gars comme lui. Donc, vraiment, les prochaines semaines sont cruciales pour lui. Puis malheureusement, il va en manquer quelques-unes. Mais, tu sais, s'il revient puis que c'est le joueur des séries, par exemple, ça efface tout. Là. Ça va mettre les points sur les i, les barres sur les t.
les organisations qui vont savoir que ce gars-là est capable de produire puis que sa saison, c'est pas une saison nécessairement au-dessus des attentes. C'est le Beau Bichette qu'on a déjà vu par le passé puis qui pourrait le faire s'il reste en santé pour les années futures. Donc, c'est vraiment important, autant pour lui que pour les Jays, qu'il soit de retour. Il va rester à voir à quel moment il va être de retour. Faut qu'on se parle de Trey et Savage. Oui, il faut qu'on se parle, toi puis moi, d'ailleurs, à propos de ça. Ah ouais? Ben vas-y, je te laisse le plancher. Non, j'allais juste dire je pense que ça fait quelques semaines, on n'était pas d'accord sur le fait est-ce qu'il doit être dans la rotation ou dans l'enclos. Puis là, ben, on va sûrement en rejaser dans les prochaines minutes. On dirait que je sais où est-ce que ça s'en va. Oui, je sais pas. Trey Savage, gros espoir des Blue Jays, repêché. Première ronde en 2024. Lance pas en 2024 parce qu'il avait assez de millage dans le bras après sa saison universitaire. On le fait commencer dans le A faible cette année. Monte dans le A fort, monte dans le 2A, monte dans le 3A. Tu sais, normalement, là, si tu montes un ou deux niveaux, c'est une bonne saison. Lui, il a monté son 4e niveau. Et là, arrive dans le baseball majeur. C'est le 2e lanceur seulement de sa QV qui est dans le baseball majeur après Chase Burns, qui n'est pas un pied de céleri à Cincinnati, on va se le dire. Et là, on avait préparé cette arrivée-là potentielle, du moins en limitant ses manches. Il était seulement à 98 manches de travail cette saison avant d'être appelé. Et John Schneider, écoute, je pense que ça a été un bon résumé de dire on considère que c'est un des meilleurs 14 lanceurs de l'organisation. Puis on a décidé de l'amener. Je le crois parce que les Blue Jays avaient tous les avantages de le garder en bas. De garder de la flexibilité sur l'alignement de 40 joueurs durant la saison morte en ne le montant pas tout de suite parce que tu n'étais pas pressé de le faire, tu n'étais pas obligé de le faire cette année. De contrôler son temps de service en le gardant dans les mineurs quelques semaines de plus pour avoir une année d'autonomie de plus. Mais à Toronto, c'est maintenant ou jamais. On décide de rappeler Trey Savage et tu as vu la performance qu'il a offerte. Ça lui a pris dans les autres niveaux, ça lui a pris un match s'adapter à chaque niveau. Là, ça lui a pris une manche. Après ça, ça a été extraordinaire. 9 retraits au bâton, c'est un record de franchise pour un jeune lanceur qui en est à son premier match dans le baseball majeur chez les Blue Jays. Ça, c'était jamais vu avant. Puis on le voyait, le test de l'œil, Sébastien, il était dominant. Oui. Son stuff était vraiment dominant. Puis non seulement c'est un des 14 meilleurs lanceurs de l'organisation, c'est un des 4 meilleurs partants également de cette rotation-là. Ce gars-là, il peut faire changer le cours d'un match. Il peut dominer un match à lui tout seul. Tu sais, le fait qu'il arrive en fin de saison comme ça, c'était le meilleur des scénarios. C'était un scénario qu'on se disait, si on arrive à ça, là, ça va être extraordinaire, ouais. Ça va vouloir dire qu'il est dominant, ça va vouloir dire qu'il fait le travail. Et là, on est là. Puis non seulement il l'a fait dans les mineurs pour se rendre jusque-là, mais à son premier départ, il a continué à le faire. Donc, pour moi, là, il n'y a aucun doute, ce gars-là doit être dans la rotation des Blue Jays. T'sais, on l'a vu encore, là, José Berrios. Moi, je ne pense pas que les Blue Jays peuvent s'en aller en séries éliminatoires avec ce gars-là dans la rotation. Non. J'ai aucune confiance en Chris Bassitt également. On sait qu'Eric Lauer va s'en aller dans l'enclos de relève. Pour moi, Trey Savage est un de tes partants en séries éliminatoires. Ben écoute, à la lumière de ce qu'il a fait, ça se peut. Puis visiblement, les Blue Jays vont vouloir essayer de lui donner une chance parce que le gérant John Schneider a été questionné au sujet de son utilisation prochaine. Il a dit qu'il va lancer dans la série contre Kansas City qui aura lieu en fin de semaine. Il s'est fait demander est-ce que c'est dans la rotation ou dans l'enclos, puis il a dit bah, ça se peut que ce soit dans la rotation, puis il riait un petit peu. Fait que ça veut dire qu'il va avoir droit à un départ. Oui. Écoute, tu parlais de l'utilisation de relève et tout. Moi, j'avais l'impression qu'on allait l'amener en relève pour limiter quand même son nombre de manches. Mais je suis content de le voir dans la rotation parce que même si on l'a pratiqué un peu à Buffalo, de le faire sortir de l'enclos ou quoi que ce soit, à la base, il y a l'ADN d'un lanceur partant, il y a le stuff d'un lanceur partant. Donc, c'est quand même logique dans les circonstances que, surtout dans le contexte où, écoute, les Blue Jays sont au cœur d'une séquence de 13 matchs en autant de jours sans congé, ça te permet de reposer tes vétérans qui en arrachent plus. Ça te permet justement de repousser un petit peu plus José Berrios qui ne l'a pas pantoute cette année. Donc, dans les circonstances, je suis content, mais il n'en demeure pas moins que je suis étonné que ce soit la décision qu'on ait prise. Oui, mais ce gars-là, c'est un partant. Je comprends qu'on l'a essayé, on voulait le voir dans un rôle de releveur, mais si tu l'amènes dans l'enclos de relève, ça va être pour des situations critiques. Tu ne vas pas l'amener pour manger des manches dans des matchs où tu tires de l'arrière. C'est pas son rôle.
Non. Donc, je trouve que c'est lui mettre beaucoup de pression de l'amener dans un rôle de releveur dans des situations critiques, même s'il a le stuff pour y arriver, pour se sortir de ces manches critiques-là. Mm-hmm. Naturellement, c'est un partant, doit agir au titre de partant. Puis, non plus, c'est pas comme si tu avais beaucoup d'options. On vient de le mentionner, il y a des lanceurs partants qui font pas le travail chez les Jays en ce moment, qui l'ont pas fait cette année. Tu as un trou à ce niveau-là, tu as un petit peu un manque de profondeur. Il y a certainement un spot dans cette rotation-là pour lui. Les séries commencent aujourd'hui, mettons, là, puis on s'entend, les Blue Jays vont avoir un bail, fait que tu vas pouvoir construire ta rotation à peu près comme tu veux. C'est quoi ta rotation des séries? C'est qui ton 1, 2, 3, 4? Ouais, je commence ma rotation avec Kevin Gausman. Là. Je pense qu'on Absolument. n'a pas vraiment le choix. Je vais poursuivre avec Shane Bieber, Max Scherzer et je vais y aller avec Yes Savage. Et moi, j'aurais mis Eric Lauer avec tout ce qu'il a donné dans la saison, avec sa moyenne de points mérités, tout ce qu'il a fait pour les Jays cette saison, mais on le sait qu'il va se retrouver dans l'enclos de relève. Donc, Ouais. je vais y aller avec Il est ces déjà quatre-là. depuis 2 semaines. Puis C'est d'ailleurs, ça. il a passé un 10 jours sans lancer. Là. On dirait que c'est comme tout rien Exact. avec Eric Lauer. Là. Oui, c'est ça. On sait que c'est vers là que ça s'en va. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour moi, Chris Bassitt, José Berrios, ce pas des lanceurs que tu peux amener en séries éliminatoires. Tu vois, il y a David ici qui nous dit Gausman, Bieber, il y a Bassitt 3 et il y a Savage. Donc, c'est ce que tu as dit, mais à la différence que tu remplaces Bassitt par Max Scherzer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, Modo commence à être un petit peu plus présent. Lui, dans le fond, là, ça va être une question de tu as manqué les 3 premiers mois à cause d'une blessure. Es-tu capable de juste toffer dans un meilleur des mondes jusqu'à la fin du mois d'octobre? Es-tu capable de nous donner 1 mois et demi? Puis après, les Blue Jays ne doivent plus rien à Max Scherzer. S'il laisse aller comme agent libre, ben, ce sera ça. Puis peut-être que ce sera la retraite là, pour ce grand-là qui va finir par aller au temple de la renommée 5 ans après sa retraite. Là, ça, il n'y a personne qui a de doute là-dessus. Là. Ça a été un des très, très grands de son époque. Mais en ce moment, c'est les blessures qui le ralentissent. Mais malgré tout, comme tu dis, je le place avant Bassitt. Si je place Bassitt dans ma rotation, c'est parce que Max Scherzer dit écoute, oublie ça, là, je ne peux pas lancer. Ouais. C'est ça, exact. Ça va dépendre de l'état de santé de Max Scherzer. Tu ne peux pas passer outre ce talent-là, ce chien-là, ce caractère-là et cette expérience-là. C'est pas vrai que Chris Bassitt va prendre la place de Max Scherzer dans une rotation de séries éliminatoires. Là. À moins que l'état de santé de Max Scherzer ne lui permette pas de prendre un départ dans un match d'octobre parce que, autant les performances sur le terrain cette année nous font mettre Max Scherzer devant Chris Bassitt, mais le reste de leur carrière respective également. Si je t'avais dit, je ne sais pas, quelque part au mois de mai, les Blue Jays s'enlignent pour rater les matchs wildcard, tu m'aurais dit, oui, évidemment, ils s'enlignent pour rater les séries, mais non, ils s'enlignent pour rater les matchs wildcard parce qu'ils vont être au-dessus des matchs wildcard. Et si je t'avais dit dans ta rotation que tu vas me dire, derrière Kevin Gausman, qui est plausible, tu vas me parler de Shane Bieber, qui était encore blessé, Tommy John à Cleveland. Oui. Tu vas me parler de Max Scherzer, qui n'avait pas lancé depuis le début du mois d'avril. Puis je vais te parler du Sauvage, qui était encore dans les mineurs à ce moment-là. Ça change vite dans le monde du baseball, pareil. Et que ça change vite. Il s'en passe-tu des choses dans une saison de 162 matchs? Hein? C'est incroyable. Tu peux... Puis en plus, les Jays en début de saison, vous dites oui, alors on parle du changement dans la rotation partante, mais les Jays s'en allaient nulle part. Là. Autant on le savait que ça allait s'en aller dans cette direction-là, c'est ce qui est arrivé en début de saison. Puis du jour au lendemain, on a changé le vent de côté, puis on s'est en allé dans une seule direction qui nous a amené à où on est présentement. Donc, tout peut changer. Une équipe qui se tient, ça peut faire une grande différence. Et des leaders qui se lèvent dans un abri, dans un vestiaire, ça peut changer les choses aussi. Comme Jean-Michel le mentionne, c'est quand même dans 3-4 départs qu'on va vraiment savoir si ça peut perdurer. Puis c'est un test en ce moment pour Yes Savage parce que si ça ne fonctionne pas contre Kansas City, puis après ça, on retourne, ça va être contre Tampa Bay. Si ça ne fonctionne pas ou que c'est coup ça, on ne le lancera pas dans la gueule du loup non plus, mais je pense que les Blue Jays l'ont amené parce qu'ils veulent que ça réussisse. C'est ça la réalité. Parce que sinon, on l'aurait juste gardé en bas. Si on l'a amené, c'est vraiment qu'on veut le tester puis qu'on se dit, mon Dieu, si ce stuff-là fonctionne avec son point de lancement qui est tellement haut, la balle part de haut, les gars, je pense qu'il y a un effet de surprise aussi en 2025 aussi. Parce qu'on n'est pas habitué de voir un élan comme celui-là. Oui, il est bon à la base, mais forcément, quand tu ne connais pas le gars encore, c'est un avantage pour Yes Savage et pour les Blue Jays de Toronto.
Oui, puis ça va être difficile de le connaître. On n'aura pas le temps du côté des équipes adverses de le connaître tant que ça. Là. Donc, moi, je pense que peut-être que ça va être plus difficile l'an prochain, quand on va avoir fait les ajustements chez les équipes adverses. Puis là, ça va être à lui à s'ajuster. Mais je pense que, tu l'as dit, les Jays veulent que ça marche, mais pensent aussi que ça va marcher. Ce gars-là a toujours fait le travail. Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas dans les prochaines semaines. Comme je l'ai mentionné, il va arriver un creux de vague à un moment, mais moi, je le vois plus tard. Je le vois plus l'an prochain. D'ici le mois d'octobre, la fin du mois d'octobre, je pense qu'il va être en confiance, que ça va être dur de s'ajuster contre ce jeune lanceur-là, puis que les Jays vont en profiter. Présentement, les Blue Jays, au moment où on se parle, ça ne tient donc pas compte du match de mercredi soir pour ceux qui nous écouteront en différé. Les Blue Jays qui ont une fiche de 89-62. On parle de 27 matchs au-dessus de la barre de 500. On parle d'une fiche de 6 victoires consécutives. On parle de 4 matchs d'avance quand même contre Détroit, qui est les plus proches poursuivants. On parle de 5 matchs d'avance contre les Yankees, les plus proches poursuivants dans la division comme ça. Écoute, je regarde ça avec les Mariners qui sont à 83-68. Là, c'est quoi? C'est un 5 matchs et demi. Non, c'est un 6 matchs en fait de différence avec les Mariners. Ça va prendre une catastrophe pour que les Blue Jays finissent pas, ne serait-ce que parmi les deux premiers. Puis même, j'ai envie de te dire, ça va prendre une catastrophe pour qu'ils finissent pas premiers de cette ligue-là. Ah, pour moi, c'est pas mal réglé. Là. Les Jays, on leur sort entre leurs mains. Ils ont juste à faire le travail, ils ont leur destinée. C'est eux qui décident s'ils veulent terminer premier. Je pense qu'ils vont le faire. Même si on a perdu les services de Bobby Bichette, ce club-là continue à bien jouer. C'est un petit peu plus difficile peut-être d'acheter des points. C'est normal, on le sait. Il nous manque notre meilleur frappeur ou l'un de nos meilleurs. Mais quand même, on continue à aller chercher des victoires. Il ne reste pas beaucoup de matchs, donc c'est ça qui va permettre aux Jays certainement de terminer au premier. On a quelques commentaires d'ailleurs sur le mouvement, l'élan en tant que tel de Trey Savage. Puis je veux ton avis là-dessus, Sébastien. Matt qui nous dit ici, il a vraiment impressionné la galerie. Il ressemble beaucoup à Adam Wainwright avec son élan. Évidemment, le lanceur qui a eu quand même un 200 victoires là, en carrière chez les Cardinals de Saint-Louis. Aimes-tu la comparaison? Oui, c'est une bonne comparaison. On n'a pas le même receveur avec Wainwright, par exemple, là, chez les Jays. Puis sans rien enlever à Kirk qui s'est de beaucoup amélioré. Mais oui, la comparaison est bonne. Puis c'est vraiment impressionnant ce que Savage a fait dans les mineurs, puis ce qu'il a fait à son premier départ. C'est vraiment une domination. C'est très rare que Savage va connaître un mauvais départ. Soir après soir, lorsqu'il est sur la butte, c'est ce stuff-là qu'on voit, c'est ce point de release-là qu'on voit, qui est difficile à pogner, qui est difficile à voir. C'est ce qui lui donne un avantage sur les frappeurs adverses, puis il en profite pleinement. Sébastien, ça met fin à ce qu'on a pour les Blue Jays de Toronto. Donc, on va aller voir ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. On a de la suite dans les idées, Sébastien. On va continuer un petit peu avec le classement. Derrière les Blue Jays, on l'a dit, les Tigers qui sont là, qui sont en ligne vraiment pour gagner cette division-là, évidemment. Les Mariners de Seattle, ça va être une belle course quand même. Je me souviens qu'après la date limite des transactions, tu croyais beaucoup en Seattle. C'est une équipe qui te faisait peur. J'avais mes réserves, puis on dirait qu'il y a une couple de semaines, j'aurais pu me vanter parce que ce club-là s'enlignait dans le mur. Depuis ce temps-là, on est sur une séquence de 10 victoires consécutives. Puis comme tu l'as dit, Sébastien, là, les Mariners s'enlignent, si ça continue comme ça, puis qu'on gagne la division, pour disputer les matchs de meilleur deuxième, pour les disputer à la maison. Toi, tu es une attaque adverse. Est-ce que tu veux aller jouer un 2-3 à Seattle dans un cimetière de frappeurs contre cette rotation-là? Mon Dieu, c'est pas de l'équipe, il n'y a pas de grande vedette en grand nombre comme il peut en avoir à New York, à Houston, à Boston ou quoi que ce soit, mais l'ensemble de l'élément à Seattle, dans ces circonstances-là, ça fait en sorte que, mon Dieu, ce ne sera pas un client facile en série. Non, certainement pas. Puis c'était la raison pour laquelle j'avais confiance en cette équipe-là, dans le sens que on manquait d'attaque. On a adressé cette lacune-là à la date limite des transactions. On avait déjà une rotation tellement bien nantie. Mais là, on avait adressé ce problème qu'on avait offensivement. Ça ne s'est pas bien passé pendant une certaine période, surtout au mois d'août. Mais depuis le mois de septembre, cette équipe-là, c'est l'équipe qu'on pensait qu'elle allait devenir avec les additions qu'on a fait à la date limite des transactions. C'est vraiment impressionnant. Cal Raleigh qui continue à frapper comme un déchaîné. Lui aussi avait connu une période à vide.
On disait c'est lui qu'il faut qu'il se réveille parce que c'est lui le MVP des Mariners, c'est lui qui a amené cette équipe-là. C'était à lui de se lever et de continuer de le faire jusqu'au bout. Il l'a fait. Donc, vraiment, si je prends l'exemple des Astros, par exemple, qui pourraient aller affronter les Mariners à Seattle, je me sens un petit peu dans le trouble parce que non seulement on perd les services de Jordan Alvarez, mais déjà notre attaque est un petit peu anémique. Puis là, tu t'en vas affronter des lanceurs qui sont très, très bien aguerris dans un cimetière de frappeurs, comme tu l'as mentionné, avec un Cal Raleigh qui, lui, le cimetière, il est capable de passer par-dessus, puis amener de l'autre bord de la clôture à domicile. Donc, vraiment, ce ne sera pas facile d'aller les affronter. Puis si les Mariners passent au prochain niveau, ça va se poursuivre. Dans un 3 de 5, avec les lanceurs qu'on a, ça ne sera pas facile d'aller les battre. Je regarde le bas de la course là, dans l'américaine. Les Guardians qui sont à 2,5 matchs, les Rangers à 3,5 matchs, les Royals qui sont rendus à 7 matchs. Je ne vois pas un de ces clubs-là déloger Boston, même si Boston, tabarouette, c'est pas facile en ce moment. Mais j'ai l'impression que ce qu'on voit, dans l'ordre et dans le désordre, les Blue Jays, les Tigers, les Mariners, les Yankees, les Astros et les Red Sox, je pense que ce sont ces 6 équipes-là qui vont faire les séries. On dirait qu'il y a une espèce de la façon dont le classement est divisé, les 3 meneurs de division puis les 3 meilleurs deuxièmes. J'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 catégories. Les Tigers, c'est peut-être pas l'équipe qui fait le plus peur en ce moment, mais les Blue Jays, les Tigers et les Mariners, ce sont des équipes pour moi en ce moment qui font plus peur qu'individuellement peuvent l'être New York, Houston ou Boston. Les Yankees, d'ailleurs, on en a fait un papier aujourd'hui sur le passionmlb.com. Je vois ta casquette sur la tête, tu es bien placé pour nous en parler. Je vais te laisser te défouler. C'est un safe space ici. Parle-moi de l'enclos. Parle-moi de l'enclos de releveur. Puis garde ton calme. Essaye de ne pas dire petit génie. Là, on y va smooth. Mais en même temps, tu peux te vider le cœur un petit peu. Là. Non, je pense pas que les petits génies soient tant impliqués là-dedans, dans le sens que c'est des gars qui sous-performent en ce moment. Puis moi, ce qui m'inquiète du côté des Yankees, c'est pas David Bednar, c'est même pas Devin Williams qui fait assez bien. Non, mais sérieusement, Devin Williams, depuis quelques semaines, ça va bien. Il n'est pas dans un rôle nécessairement où toute la pression est sur lui, mais souvent, il est amené dans une situation où il doit faire le travail s'il veut garder son équipe dans le match, s'il veut donner des manches. Quand les partants ne vont pas nécessairement loin dans les matchs, c'est souvent lui qui arrive, mais le match est serré, donc il doit faire le travail et il le fait. Moi, ce qui m'inquiète, c'est Luke Weaver, qui était notre closer l'an dernier. Un petit peu moins d'étoffe, a été blessé cette année. Depuis son retour, c'est un petit peu plus compliqué. Il se fait frapper solidement. Il y a beaucoup de longues balles contre lui, donc ça m'inquiète. Camilo Doval, aucun contrôle. Je ne sais pas. Oui, on le savait que par le passé, il y a eu des moments difficiles, mais on sait le stuff que ce gars-là a. Présentement, ça ne fonctionne pas. Mark Leiter, d'un soir à l'autre, on ne sait pas trop ce qu'il est capable de donner. Donc, on est allé chercher des bons releveurs à la date limite des transactions. À un moment, on avait 4 closers, mais certains d'entre eux ne font pas le travail. Donc, c'est de la sous-performance pour ces gars-là. Est-ce que ça va se placer? Je ne le sais pas. Mais il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que si on prend le match d'hier, les Yankees menaient 10-1. Ce match-là se termine 10-9. Puis il a fallu que David Bednar fasse le travail à la fin. On avait besoin qu'il termine le travail en 9e manche. Devin Williams a fait son travail. Mark Leiter l'a fait. Mais certains autres, dont Ryan Yarbrough, ça se dit mal, ça, lui n'a pas fait le travail. Donc, il faut que ces gars-là se lèvent. Yarbrough avait fait le travail, surtout dans la rotation partante en début de saison. Lui aussi a été blessé. Son retour est plus compliqué. On a des gars qui ne performent pas en ce moment. En parlant de ne pas performer, je sais que je ne parle pas de l'enclos, puis je sais qu'on en parle à chaque semaine. Tu le sais où est-ce que je m'en vais. Antoine à l'arrêt-court. Antoine Volpe. Qu'est-ce qui se passe? Là, je sais que Aaron Boone a dit que Caballero n'était pas un joueur de tous les jours, puis que là, il fallait en même temps le préserver, puis qu'on sait qu'il aime bien y aller avec ses réguliers, puis c'est Volpe qui est là depuis 3 ans, puis c'est Volpe qui va continuer. On le dit à chaque semaine, on va continuer de le dire, ça suffit. Là. Oui, ça suffit, surtout que le gars est blessé. Le gars est blessé à l'épaule. C'est un ancien récipiendaire d'un gant doré. Cette année, il a commis
je ne sais pas, il est rendu à combien, là, mais au moins 17 erreurs. Ouais, je pense qu'il est à 19 ou 20. Là. C'est une catastrophe. Mais oui. Il ne frappe pas. Puis on sait depuis le début du mois de mai qu'il est blessé à l'épaule. Ouais. Ça se peut que si tu es blessé à l'épaule, tes relais au premier coussin, ça aille moins bien. Ouais. Ça se peut que si tu es blessé à l'épaule, au bâton, tu essaies de compenser puis ça ne fonctionne pas. Ouais. On pouvait l'essayer au mois de mai. On pouvait peut-être l'essayer au mois de juin, voir qu'est-ce que ça donnait. Mais le gars est blessé. Ça va lui prendre du temps, du repos pour se remettre de cette blessure-là. Puis on continue à le mettre sur le terrain, malgré le fait qu'à la date limite des transactions, on est allé chercher un joueur d'arrêt-court qui fait le travail autant défensivement qu'offensivement. Oui. On salue les petits génies. D'ailleurs, Jean-Michel qui salue aussi les petits génies parce qu'il dit pour moi, contrairement à Sébastien, les petits génies sont responsables de la mauvaise relève des Yankees parce que choisir 4 releveurs pour la 9e manche, mais pas bien répartir les rôles. Ouais, mais c'est. Ben, Jean-Michel entièrement droit à son opinion, mais moi, c'est pas une question de rôle. Là. Que tu sois un closer, puis tu sais, oui, on a dit qu'on avait 4 closers, mais tu sais, Camilo Doval, on s'entend que si tu lui donnes un rôle en 7e manche, il est supposé faire le travail. Là. Luke Weaver faisait le travail en 8e manche avant. Là, il ne le fait pas. Là. Donc, ce n'est pas nécessairement une question de rôle, c'est une question de performance. Quand tu te fais appeler, tu dois performer. Puis, tu sais, c'est pas comme si Luke Weaver était un releveur depuis le début de sa carrière. Là. Il est arrivé comme un closer, je veux dire, il est arrivé pour closer les matchs l'an dernier parce que Clay Holmes ne faisait pas le travail. Donc, il est entièrement capable de faire le travail en 7e et en 8e, et là, il ne le fait pas. On a parlé des Yankees, on a parlé des Mariners. Par la force des choses, on va parler de Cal Riley et Aaron Judge. Il y a Olivier ici qui nous dit imaginez-vous si Cal Riley jouait avec une équipe dont le stade avantage les frappeurs. Il aurait déjà dépassé depuis longtemps la barre des 60 circuits. Là, il a égalé Ken Griffey Jr., record de franchise avec 56. On s'est souvent posé la question, puis des fois, on disait on va voir qu'est-ce qui va se passer en août, en septembre. Là, écoute, les jeux sont pas mal faits en ce sens où, oui, les dernières séries qui s'en viennent en saison régulière peuvent changer un peu la donne, mais l'opinion des gens est relativement faite. Si tu avais un vote en ce moment, est-ce que tu le donnes au capitaine des Yankees? Est-ce que tu le donnes au receveur des Mariners? Ou est-ce que tu le donnes à... Je me cherchais une niaiserie, mais je n'ai pas trouvé. Là, disons George Springer. Je le donnerais à Bob Bichette avant de le donner à George Springer. Là, mais, oui, c'est ça. Oui. Je vais continuer avec mon idée depuis le début de l'année. Je comprends les circuits. Je comprends le rôle de receveur, mais tu regardes toutes les statistiques. Tu regardes la ligne de statistiques, tu compares les deux. Puis Judge domine dans tout, sauf les circuits. Il domine la moyenne au bâton, la moyenne de présence sur les buts, la moyenne de puissance, le F-WAR, le R-WAR. Tout va du côté de Judge. Puis c'est sûr que Riley a son rôle de receveur puis que ça a un impact, mais il reste que la différence entre les deux, dans le sens que oui, Judge domine dans ces catégories-là, mais l'écart est très grand aussi. Tu sais, c'est pas serré. Puis Judge a joué un petit peu moins de matchs aussi que Cal Riley. Donc oui, dans la colonne des circuits, Riley mène, mais tu ajoutes les matchs qui manquent, la dizaine de matchs qui manquent à Judge, puis il serait probablement plus proche qu'il l'est présentement. Donc, pour moi, Judge demeure le MVP de cette saison 2025. Pour moi, c'est Cal Riley en ce moment parce que justement, le fait qu'il soit un receveur fait en sorte que pour moi, il faut que ça lui donne de la valeur. J'ai envie de reprendre un petit peu ce que les gens disaient d'Eric Jeter. Ah, ben, s'il ne l'avait pas fait à New York, on n'en parlerait pas. Oui, mais il le fait à New York. Fait que là, pour moi, c'est un peu la même chose. Ah, ben, si ce n'était pas un receveur. Oui, mais c'est un receveur qui doit vivre avec le fait, justement, qu'il faut qu'il se penche puis qu'il se relève à peu près 500 fois par jour puis que c'est dur sur le corps puis qu'il joue dans un stade qui est difficile à Seattle puis que sans lui, les Mariners ne sont pas là. Quoi, tu me diras que sans Judge, probablement que les Yankees sont peut-être un petit peu plus beaux aussi. Mais moi, j'ai l'impression, puis je l'ai dit souvent, je vais le répéter, je trouve qu'on ne met pas assez d'emphase sur le trophée Hank Aaron. Le trophée Hank Aaron récompense le meilleur frappeur par ligue. Et pour moi, le meilleur frappeur de la Ligue américaine, aucun doute, Aaron Judge. Tu me dis, on est dans
sais, le fameux scénario, 9e manche, 2 retraits, les buts sont remplis, tu perds par 3, 7e match de série mondiale, tu as besoin d'un circuit qui c'est sûr que je vais amener Aaron Judge si j'ai besoin de quelqu'un pour amener à la plaque. Mais il en demeure pas moins que pour moi, le MVP, c'est Cal Riley. Ceci étant dit, si Aaron Judge se sauve avec l'honneur, je ne crierai pas au meurtre parce que, comme tu l'as dit, ses statistiques offensives sont monstrueuses. Il est dans le pic de sa carrière et c'est franchement impressionnant à voir. Puis c'est pas pour rien que John Schneider et plusieurs autres gérants lui donnent constamment des passes gratuites. Mais j'ai beaucoup de difficultés à ne pas le donner malgré tout à Cal Riley pour ce qu'il fait avec cette équipe-là en tant que receveur. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que tout le monde a son opinion. Puis enfin, on a une course. Là, ça fait une couple d'années là, que les honneurs, là, c'est unanime. Puis, l'an passé, là, les Cy Young qui sont votés unanimement quasiment, puis les MVP qui sont votés unanimement, puis les gars qui remportent la triple couronne de lanceurs puis qui sont votés unanimement. Je trouve ça cool d'avoir un débat. Oui. Puis le débat est tellement légitime. Finalement, là, c'est de savoir si le rôle de receveur de Cal Riley compense l'écart entre les statistiques offensives de Judge et celles de Riley. Le débat, il est là. Il n'y a rien pour mesurer. On ne peut pas dire jouer défensivement, ça te donne. Je veux dire, le WAR, peut-être le mesurer, même si c'est une statistique inégale, mais tu ne peux pas dire genre, ce serait l'équivalent de 4 circuits supplémentaires. On ne peut pas le quantifier. Non, exactement. Donc, c'est peut-être ça qui risque de faire pencher la balance du côté de Riley. J'ai l'impression que c'est cette aura-là du receveur qui, présentement, pourrait faire voter ceux qui sont au scrutin du MVP. Mais c'est tellement difficile à quantifier, puis les deux opinions se valent selon moi. C'est tellement... Tu peux défendre ton point très facilement des deux côtés de la chose. Il y a Richard qui nous a donné son opinion. Il est d'accord avec toi. Sans Judge, c'est un club qui joue pour pas loin de 400. À Seattle, il y a des bons joueurs qui évoluent à chaque position. Je pense quand même que Riley tire les gens vers le haut, mais je suis d'accord que sans Judge, c'est difficile. Puis, on l'a vu dans les dernières années. Là, quand Judge se blessait, c'est un club qui n'avait pas rapport. L'an passé, seulement tu avais Judge pour donner un autre frappeur générationnel en Soto. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Surprise, ils se sont rendus en série mondiale, même si c'est pas un bon club de balle selon les Dodgers, puis selon selon tous les gens qui habitent au Massachusetts. Mais non, c'est ça. On comprend tous l'importance de Judge, là, puis c'est un des meilleurs joueurs du baseball majeur et c'est très mérité. On a parlé du MVP dans l'américaine. Parlons de celui dans la nationale. Il y a moins de débats, là, selon moi. Là. Oui, Kyle Schwarber peut s'inviter dans la fête, là, mais je veux dire, pour moi, la réponse demeure encore Shohei Ohtani. Puis je sais qu'il y en a qui vont parler du fameux là, voters fatigue, là, ceux qui disent ça fait une coupe qui gagne, il faudrait qu'il en laisse à d'autres. Non, si c'est le meilleur, il est le meilleur. Puis c'est le meilleur parce qu'il lance et parce qu'il frappe. Ben oui, c'est ça. C'est exactement la raison. Ben on va pas. Moi, ça me ferait. Tu sais, des fois, tu entends l'argument. Si Kyle Schwarber le faisait, mettons. Ouais, mais il le fait pas parce que c'est dur, parce que c'est impossible à faire. Il y a juste ce gars-là qui est capable de le faire. Tu sais, encore hier, il a créé le 50-50, Sébastien. Puis là, cette fois-ci, c'est 50 circuits, 50 retraits au bâton en tant que lanceur. Le seul autre joueur de l'histoire qui avait frappé 50 circuits en une saison puis qui avait obtenu ne serait-ce qu'un retrait au bâton sur des prises comme lanceur, c'est Babe Ruth, puis il y en avait eu 3. Fait que, tu sais, c'est parce que Babe Ruth a lancé, Babe Ruth a frappé, Shohei Ohtani lance et frappe en même temps. Tu sais, écoute, son match d'hier, 5 manches sans point ni coup sûr sur le monticule, 2 coups sûrs, dont un circuit, dont son 50e circuit de l'année au bâton. Les Dodgers qui ont perdu, mais en tout cas, ça, c'est pas exactement son problème. C'est l'enclos de relève. C'est fait après, oui. C'est ça. Mais, tu sais, Shohei Ohtani, ce qu'il est en train de faire, c'est impressionnant. D'ailleurs, autre petite stat avant que je te laisse la parole, ça fait 2 ans de suite qu'il bat le record, jadis le record de circuit pour le plus de longue balle en une saison chez les Dodgers, qui était de 49. L'an passé, on a eu 54. Cette année, il est rendu à 50. Il va avoir la chance d'améliorer cette marque-là dans les prochains jours. Il n'y avait jamais eu de saison de 50 circuits par un joueur dans toute la grande histoire des Dodgers de Los Angeles avant. Ça fait même pas 2 ans qu'il est là, puis il y a déjà 2 fois cette marque-là. Donc, c'est franchement impressionnant ce qu'on voit d'Ohtani. Pour moi, écoute, si c'est pas lui le MVP, c'est qui? T'sais? Ah non, il n'y en a pas d'autres. Puis tu disais, parce qu'il lance puis qu'il frappe, même quand il fait juste frapper, c'est le MVP. Fait qu'imagine. Il a réussi à faire en sorte qu'un DH, pour la première fois de l'histoire, a gagné MVP. Attention,
unanimement. David Ortiz n'a jamais réussi à... Ben, il s'approcher, c'est pas vrai, il a déjà fini deuxième, mais il n'a jamais réussi à gagner de MVP, encore moins unanimement, puis c'est pas parce qu'il n'était pas dangereux au bâton, papy. Non. Shohei Ohtani est dans une catégorie à part, une catégorie à lui seul, puis il le prouve en fondant des clubs. Là, lui, il fait juste ça. Il fonde des clubs. 50-50. T'en veux combien? 50, t'en veux 50. C'est incroyable ce que ce gars-là est en train de faire. Puis là, il pourrait même aller comme voltigeur pour pouvoir être releveur. Y a-t-il quelque chose que Shohei Ohtani n'est pas capable de faire sur un terrain de baseball? Je pense pas. Pas grand-chose, pas grand-chose. Puis pour ceux qui ne l'ont pas vu, Shohei Ohtani, évidemment, la règle Shohei Ohtani fait en sorte qu'il peut lancer et retourner, finir comme la partie comme DH à condition qu'il soit lanceur partant. C'est une règle qui a été créée pour lui. C'est appelé officieusement la règle Shohei Ohtani parce que c'est le seul qui s'en sert. Et en série, ce qu'il a dit qu'il était prêt à faire, c'est que si ce n'est pas le partant d'un match et que son gérant veut le sortir de DH pour l'amener lancer une manche, ben là, après ça, il ne peut pas retourner DH puis tu ne veux pas le sortir du match. Fait qu'il dit, ben gars, je vais y aller, moi, jouer dans le champ droit ou peu importe, je vais y aller jouer dans le champ extérieur. Il l'avait fait un peu à Anaheim en 2021 quand la règle Shohei Ohtani n'existait pas encore. Mais écoute, ça fait 4 ans qu'il n'a pas joué défensivement. Ça fait plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans qu'il n'a pas lancé en relève. On s'en rappelle, c'était la classique mondiale, la finale Japon-États-Unis contre Mike Trout notamment. Et malgré tout, lui dit, ouais, moi, je m'en fous. Si ça peut aider mon équipe, je vais y aller. C'est un joueur d'équipe, ça. Et je suis même pas inquiet. Ça ferait 12 ans qu'il n'a pas joué au champ et qu'il n'a pas été releveur, mais je serais même pas inquiet. Ce gars-là est tellement un naturel que peu importe la situation dans laquelle tu vas le placer, il va répondre présent puis il va faire le travail. Puis ça pourrait faire une différence en séries éliminatoires, d'avoir un gars comme ça qui peut agir comme partant, comme releveur, comme voltigeur, comme DH. C'est incroyable d'avoir un joueur comme ça. Les Dodgers vont en avoir besoin parce que ça ne va pas très bien par les temps qui courent. C'est difficile. On le sait que les Dodgers, tout ce qu'ils veulent, c'est se préparer en vue des séries éliminatoires. Mais rendu à ce moment-là, il va falloir performer. Ils sont capables de mettre la switch à on, mais il va falloir le faire, puis ça va passer par Shohei Ohtani. Puis tu sais, si Shohei Ohtani va jouer dans le champ extérieur, honnêtement, je ne suis pas sûr que ça va arriver, là, mais pour les besoins de la coach, disons que ça arrive une fois. Ben, premièrement, c'est un athlète. Fait que, tu sais, je pense qu'il est capable de se débrouiller. On lui demandera pas. Giancarlo Stanton joue au champ extérieur, là, OK? Il va être correct. C'est un peu vers là que je m'en allais en disant, ça peut-tu être payé que t'es Oscar? Tu sais, fait que... oui. mais surtout, tu sais, je veux dire, on s'entend, le gérant, il va dire à son voltigeur de centre, déplace-toi un peu, puis essaye d'y couper des opportunités. Puis sinon, comme je dis, de toute façon, tu sais, Shohei Ohtani, c'est un gars qui est rapide, c'est un gars qui est athlétique. On ne lui demandera pas de plonger pour aller chercher une balle parce que ce serait stupide de lui demander ça. Mais rends-toi à balle, fais un relais au cut-off aux joueurs de deuxième coussin. C'est quelque chose qu'il est capable de faire. Là. Je veux dire, on ne lui demande pas de le faire pendant 1 an de temps. Si on lui demande, ça va être 2 manches, 3 manches. Là. Il ne commencera pas de match dans le champ extérieur. C'est impossible. Non. Pas à ce point-ci de sa carrière. Du moins, peut-être que si un jour il lance plus et qu'il en fait un voltigeur, ce sera un autre débat. Mais en ce moment, je veux dire, il n'y aura pas d'alignement partant où Shohei Ohtani, ça va être marqué right field. Là. Ça n'existe pas. Non. Puis ce qui va être difficile pour lui, ça va être le timing. T'sais, ça va être de partir sur le contact, de juger la balle dès qu'elle part du bâton. Mais il va s'ajuster assez rapidement. Puis le reste du travail au champ extérieur, il va le faire. Autant ses relais, relayer au bon joueur, faire le bon jeu, pas aller chercher nécessairement le gros retrait que tu sais que tu ne seras pas capable, mais si tu empêches le coureur d'avancer, ça, Shohei Ohtani, on parlait de QI baseball là, tantôt, là, Shohei Ohtani en a un très bon. Là, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas venu au Canada. Oui, c'est ça, probablement. Je pense qu'il a appelé l'annonceur des Orioles, il a demandé qu'est-ce que tu penses du marché canadien et tout, puis là, c'est là qu'il a pris sa décision. Je pense qu'il était dans l'avion quand il l'a appelé. C'est là que ça s'est décidé. Bon, mais non, il n'y a aucun problème de QI, donc ça va bien aller au champ extérieur pour les quelques manches qu'il risque de jouer. Ouais. Comme Richard dit, on est chanceux de le voir live. C'est un joueur qui est unique. On ne reverra pas ça. Je suis prêt à dire qu'on ne reverra pas ça. Puis il m'en reste du baseball à voir, là, théoriquement, là, mais je suis prêt à dire que je ne reverrai pas un prochain Shohei Ohtani. J'espère sincèrement me tromper, mais je ne pense pas que je me trompe. Matt qui nous dit ici, Charles, es-tu en train de dire que Ohtani est tout le contraire de Rafael Devers dans tout faire pour gagner? Ouais. La réponse est oui. À son crédit, par exemple, Rafael Devers est quand même en mesure. Il a accepté d'aller jouer au premier pour les Giants. Il a appris sur le fly durant la saison. On va lui donner ça quand même. Mais à la question de Matt, es-tu en train de dire que Ohtani est tout le contraire de Rafael Devers?
La réponse est oui. Oui, surtout que oui, il l'a fait à San Francisco, mais il avait la chance, c'est tout faire pour gagner. Là. Il avait la chance de gagner à Boston, puis il n'a pas voulu le faire. Ben oui, tu sais. Imagine Raphaël Devers qui frappe comme il frappait en début d'année. Il y en avait du point produit. Imagine-le dans cette équipe-là à Boston. Je pense qu'il prendrait. D'après moi, oui. On peut appeler Alex Cora pour lui demander, là, mais d'après moi. Oui, c'est ça. Hey, tantôt, on parlait aussi là, de joueurs là, qui pourraient gagner le MVP. Là. J'ai sorti à la blague George Springer. Jean-Michel nous a sorti un bien meilleur nom. Es-tu prêt? Oui, ben, je suis pas sûr. Anthony Randall. Mais lui, c'est parce qu'il est trop fort pour la Ligue. C'est pour ça qu'il joue pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis il parle pas anglais non plus. Il a juste pas compris les directives de faut que tu te présentes au camp d'entraînement. Là. Lui, est encore. Son GPS est encore en train de chercher. Là. Hey boy, ouais. Il est dans une station de gaz. Il pense encore qu'il joue à Washington, ce gars-là. Je serais même pas surpris. Non, c'est ça. Faut qu'on parle un petit peu de la course aux séries. On en a parlé dans l'américaine. Allons faire le même exercice dans la nationale. La nationale est une drôle de ligue en ce sens où les Blue Jays sont à quelques matchs encore de se qualifier en série. Et dans la nationale, au moment où on se parle, il y a déjà 3 clubs qui ont assuré leur place en éliminatoire. Et les Dodgers ne sont pas du lot. Parce qu'on aurait peut-être pas mis un 10 en début de saison quand on se disait qu'ils vont avoir une saison historique. Les Brewers de Milwaukee, au moment où on se parle, fichent de 92-59. Les Phillies ont une fiche de 91-61. On ne pensait pas que les Brewers étaient rattrapables, mais les Phillies, en ce moment, on s'entend, c'est ces deux clubs-là qui vont finir 1 et 2. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Les Cubs ne rattraperont pas Milwaukee, mais les Phillies peuvent le faire. Ce ne serait pas pire de voir les Phillies finir au premier rang de cette ligue-là, alors que ça fait des semaines qu'on se dit, ben mon Dieu, ça va aller au Wisconsin, ce type de ligue-là, puis ça va être tout. Oui, puis on le fait sans Zach Wheeler, sans Trey Turner. C'est quand même impressionnant ce qui se passe à Philadelphie. Puis ce club-là, avec cette expérience qu'il y a au sein de cette organisation-là, avec une lacune criante qu'on a adressée au poste de closer à la date limite des transactions, pourrait être très, très dangereux. Tu sais, les Brewers jouent de la petite balle. Ça fonctionne en saison régulière. J'ai encore des doutes. Par les années passées, on s'est écrasé en séries éliminatoires. J'ai beaucoup moins de doutes malgré la perte de Wheeler à Philadelphie. On le sait que Trey Turner va revenir. Donc, cette équipe-là va être dure à battre en séries éliminatoires. Les Dodgers 84-67, les Padres 82-69, 2 matchs d'avance. Qui gagne cette division-là? J'ai l'impression que ça va être les Dodgers à l'arraché. On dirait que du côté des Dodgers, quand on se mesure aux Padres, on fait le minimum puis on réussit toujours à s'en sortir. Et l'an dernier, on a failli se faire sortir en séries éliminatoires. On est arrivé à la dernière minute, on est revenu. Les Padres restent le petit frère jusqu'à temps qu'ils nous prouvent que c'est plus le petit frère. Jusque-là, je vais croire que les Dodgers vont terminer au premier. Je pense pas que ces deux clubs-là vont nécessairement s'affronter en série de meilleur deuxième parce que ça impliquerait que les Mets dépassent les Padres puis ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Mais fait que si on s'affronte, écoute, ça va peut-être se rendre en série de championnat parce que série de division, c'est aussi improbable. Peu importe à quel moment on s'affronte, que ce soit un 2-3, un 3-5, un 4-7, ces deux clubs-là s'affrontent en séries éliminatoires. Est-ce que ça finit comme l'an passé avec les Dodgers qui passent ou tu penses que les Padres, avec leur super enclos, ont des chances? Ben c'est sûr qu'ils ont des chances. Ils ont toujours des chances. Ils sont toujours dans le coup. C'est à la fin qu'on n'est pas capable de closer le deal, de finir le travail. On a beaucoup de misère. On va être, si on s'affronte en série de championnat, on va être là. Ça va être une longue série. Puis ça va jouer à la toute fin probablement. Puis il va falloir enlever le singe qu'on a sur le dos. Il va falloir qu'il débarque de San Diego parce que c'est ça qui nous reste à passer pour finalement passer au prochain niveau. Puis une fois qu'on va avoir battu les Dodgers, là, les années suivantes, ben, on va le savoir qu'on est capable de les battre. Puis ça va suivre. Quand on va avoir un bon club, on va être capable de battre les Dodgers. Mais jusque-là, les Dodgers restent avec un avantage. Donc, jusqu'à ce que les Padres prouvent qu'ils peuvent le faire, je vais continuer à favoriser les Dodgers. Dans l'américaine, on disait qu'on est relativement certain des 6 clubs qui vont faire les séries. Dans la nationale, les Brewers, les Phillies, les Cubs sont déjà là. Les Dodgers et les Padres, c'est une question de temps avant qu'on se qualifie. Les Mets, par exemple, ça, c'est pas fait. Les Diamondbacks sont à 2 matchs. Les Reds sont à 2 matchs et demi. Les Giants qui, ont gagné leur dernier match, mais avant ça, avaient
savaient visiblement plus comment gagner, sont à 2 matchs et demi aussi. Est-ce que tu penses que l'Arizona, parce que je pense que s'il y a un club qui allait dépasser, c'est peut-être pas les Reds, c'est peut-être pas les Giants, ce serait peut-être les Diamondbacks. Penses-tu qu'un club comme les Diamondbacks a les ressources pour faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire l'an passé, c'est-à-dire sortir les Mets des séries lors de la dernière journée? Je ne sais pas si accomplissent cet exploit-là, là, c'est extraordinaire. Il faut se rappeler qu'on a vendu à la date limite des transactions en Arizona. Ouais, on s'est départi de pas tout, là, mais d'une bonne partie de ce qui était disponible. Puis on se retrouve encore dans la course. Tu sais, avant la fin de semaine, je t'aurais dit s'il y a un club qui a une chance, c'est les Reds. On s'est écrasé durant le week-end. Là, c'est les Diamondbacks qui sont là. Est-ce que c'est les Diamondbacks qui vont réussir à se qualifier ou c'est les Mets qui vont sortir eux-mêmes des séries éliminatoires? Je pense que c'est là que ça va jouer. Ça va dépendre des performances des Mets qui sont capables du meilleur comme du pire. On a joué un excellent match contre les Padres, mais on dirait qu'on fait ça une fois par semaine. L'enclos de relève, c'est une catastrophe. On parlait de celui des Yankees tantôt, c'est pas beaucoup mieux du côté des Mets. C'est très, très difficile à New York. Je ne sais pas comment les Mets vont terminer la saison, mais ça fait très, très Mets ce qui se passe en ce moment. On s'était dit en début de saison que ça va arriver à un moment ou à un autre pendant la saison, puis ils vont probablement se replacer, mais là, c'est à la fin de la campagne. C'est très, très critique, puis c'est très dur de se relever à ce moment-là. Fait que je ne sais pas s'ils vont réussir à le faire. Les Mets qui ont une masse salariale de 340 millions de dollars qui pourraient rater les séries. Les Diamondbacks, pour dépenser 340 millions de dollars, il faut que tu leur donnes quelques années quand même. Ouais, c'est ça. Oui, ils dépensent un peu. Là, je veux dire, ils sont capables de donner des contrats, mais je ne dis pas à la hauteur de ce que les Mets de New York sont en mesure d'accomplir. Je pense que les Mets vont réussir quand même. Je ne pense pas que les Diamondbacks ont les ressources pour monter jusque-là. Mais je ne dis pas ça parce que je crois en les Mets. Je dis ça parce que je pense que l'écart est grand quand même avec une semaine et demie à jouer. Puis que les Diamondbacks, c'est quand même un club qui a des hauts et des bas. Je ne pense pas qu'il va avoir assez de hauts pour passer. Ceci étant dit, je réfléchis, Sébastien, puis j'ai le goût de te poser une question de fly comme ça. Les Diamondbacks ont vendu, tu l'as dit, puis on s'approche quand même des séries. Les Giants ont vendu, on s'approche des séries. L'an passé, les Tigers ont vendu, ils ont fait les séries. Je ne me rappelle plus exactement de la date limite des Royals de Kansas City. Je pense qu'on avait. Je pense qu'on avait acheté un peu, mais on n'avait pas. On n'était pas des grands acheteurs non plus. On avait réussi à faire les séries aussi. Penses-tu que l'an prochain, il y a des clubs qui vont se dire regarde les Tigers de 24, regarde les Diamondbacks de 25. J'hésite avant de vendre, même si les odds sont contre nous présentement. Penses-tu que ça peut affecter certaines équipes du baseball majeur ou c'est encore peut-être un petit peu trop statistique de clubs qui se disent non, on a 7% de chance de faire les séries, on va croire en 93% au lieu du 7%. Comment penses-tu que ça va affecter certaines décisions à partir de 2026? Ben, c'est sûr que ça n'affectera pas les gros marchés. Si les gros marchés continuent d'avoir des chances de participer aux séries, c'est pas vrai qu'ils vont vendre. Exact. Surtout si on n'est pas capable d'aller en bas du seuil de la taxe de luxe puis de faire un reset à ce niveau-là, c'est sûr qu'on va continuer à y aller. Mais des petits marchés comme ceux qu'on vient de mentionner, c'est sûr que tu te poses plus de questions. Là. Tu te dis, est-ce qu'on est capable d'aller chercher des bons jeunes joueurs, des espoirs pour bâtir pour le futur, puis en même temps continuer à y croire, puis continuer à attirer du monde dans les estrades? Ça reste un pari risqué parce que ça peut faire l'effet inverse, puis c'est la catastrophe pour le reste de l'année. Les joueurs apprennent rien parce qu'ils sont dans une culture perdante. Donc, c'est un risque à prendre, mais si tu penses que les joueurs qui demeurent en place, si tu es capable de peut-être monter des espoirs par le fait même en se départissant de certains gros joueurs, ça donne la chance à des jeunes de se mettre en valeur, des jeunes qui veulent gagner, qui veulent se prouver, bien, peut-être que là, tu as une chance de faire un petit bout, puis au moins d'espérer jusqu'à la fin de la saison. Tu vois, Matt, il a pris ma logique et il l'a appliquée ici. Ça veut-tu dire que si les Pirates veulent faire les séries, il faut qu'ils échangent Paul Skeens? Fallait mentionner Paul Skeens quelque part dans un épisode. Oui, c'est ça. Sébastien. Oui, vas-y. Non, j'allais juste dire que les Pirates, ils n'ont jamais le choix de vendre ou d'acheter. Ils n'achètent jamais. Fait que nécessairement, le choix, c'est de vendre. Puis à un moment donné, ben, dans la vente, il va y avoir Paul Skeens. Exactement. Mais non, on s'entend, on l'a déjà dit notre avis, là, profitez du fait que ce gars-là ne vous coûte pas $1 million, puis entourez-le comme du monde, le gang de Tata, là, parce que ça ne marche pas, là, ce qui se passe à Pittsburgh. Là, vous allez le perdre, puis qu'est-ce que je te dis? C'est bien dommage. Ouais. En parlant de bien dommage, la semaine passée, on en avait parlé au podcast.
Mais il y a le documentaire sur qui a tué les Expos de Montréal qui va sortir, si on en avait parlé, le 21 octobre sur Netflix. Et là, ben, ce qu'on a appris entre-temps, puis la raison pour qu'on en parle là, c'est que David Sanson, il a été interviewé pour le documentaire parce que ben, c'était le président des Expos, puis ben, c'était le gendre de l'autre tata en chef. Et après 9 heures d'entrevue, il a comme allumé. Là, il a appelé ses enfants, il a appelé son agent, il a appelé son avocat, puis il a fait « Je pense que je suis le dindon de la farce. Je pense qu'ils vont me mettre comme méchant. » Puis là, il a vu le titre, puis il a fait « Ah, mon Dieu, c'est moi le méchant. » Oui, c'est toi le méchant! comment ce gars-là, j'allais dire un gars intelligent, mais je vais le dire juste pour les besoins de la cause, dans le sens où, je veux dire, pour te rendre jusqu'à un poste comme ça, il faut quand même que tu saches faire 2-3 affaires. Là. Ouais, comment un gars... sois bien plugué. Ça, je pense que c'est pas mal son cas. Bien plugué, mais comment un gars qui peut se rendre aussi haut dans la vie puis être aussi déconnecté de la réalité? On va le dire comme ça. Ceci explique cela, hein? Pas vite, là, petit trop, là. Si ça y a pris 9 heures pour allumer, puis ça y a pris toutes ces années-là, parce que, tu sais, si tu suis un petit peu l'actualité dans le marché de Montréal, puis même à l'extérieur, tu comprends que tu n'es pas nécessairement apprécié, là. C'est parce qu'il ne suivait pas, il était déconnecté. Oui, c'est ça, mais il a déconnecté puis déconnecté, hein? Puis d'après moi, c'est la même chose à Miami, là. Puis peut-être que s'ils font un documentaire sur les années de Grand Galop et Petit Trot à Miami, ça va être la même chose. Fait que, je peux lui donner un conseil. Si tu demandes une interview, soit que tu y vas pas, ou soit que tu y vas déjà en sachant que tu vas être le méchant. Là. Oui, c'est ça. Oui. Extraordinaire. Mais lui, il pense quand même que le méchant, c'est Derek Jeter, fait que ça ne dérange rien, il va y aller. Oui. Quand tu penses que Derek Jeter est le méchant, puis que toute la planète baseball pense le contraire, puis que tu t'en rends pas compte, il y a peut-être quelque chose qui cloche, mais ça doit être moi le problème. Là. On va s'entendre sur le fait que Derek Jeter n'a vraiment pas été parfait à Miami, mais ça ne fait pas de David Sanson le bon gars dans l'histoire. Non, on va s'entendre là-dessus. Ça ne dédouane pas à tout. Là. Non, c'est ça. Excellente utilisation du terme dédouane. Sébastien, ça fait le tour des sujets qu'on a, mais il reste quand même quelques petites questions en attente, donc allons-y avec la période de questions. Tantôt, quand on parlait de la blessure d'Anthony Volpe, il y a des commentaires qui ont ressorti, puis je voulais en garder un pour la période de questions. Olivier ici qui nous dit « Aaron Boone n'a rien compris de la commotion d'Anthony Rizzo il y a 2 ans. On l'avait gardé malgré tout dans l'alignement et Rizzo, il n'a plus jamais été le même après ça. » La comparaison est intéressante quand même. Elle n'est pas juste intéressante, elle est excellente. Rizzo, là, après ça, il était mêlé comme un jeu de cartes. Puis c'était pas de sa faute à lui, là. Il n'y avait pas d'affaire là. Puis on dirait qu'à New York, on a tellement de problèmes à négocier avec les blessures. On dirait qu'on n'est pas capable de gérer ce genre de situation-là. Tantôt, on parlait de Luke Weaver. Là. Cette année, il est revenu beaucoup trop tôt. Puis il en a payé le prix, puis il continue à en payer le prix. Anthony Volpe n'a pas d'affaires sur un terrain de baseball avant la prochaine saison. Et il continue non seulement à jouer, mais à être le partant de façon régulière. Ouais. Cette gestion des blessures à New York, là, c'est totalement incompréhensible. Il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus parce que t'as raison. Moi, je vais en rajouter sur ce que je viens de dire. Ben voyons, je l'ai craqué. Aaron Judge qui revient, qui n'est pas capable de faire un relais au deuxième coussin. Ouais. C'est quoi ça? Je comprends que tu as besoin d'avoir Giancarlo Stanton dans l'alignement. Tu veux son bâton, puis tu ne veux pas nécessairement le mettre trop souvent au champ extérieur. Mais peux-tu donner un petit break au capitaine? Le gars, il n'est pas capable de lancer au deuxième. Là, ça va, là, ça s'est replacé. Là, mais il était, à ce moment-là, ce n'était pas le temps de le ramener sur le gazon du champ extérieur. Mais non, puis c'est la série contre les Blue Jays, tu l'as vu, les gars, là, ils l'ont noté, puis ils ont fait « Ah, OK. Si t'es capable de viser dans le champ droit, là, on ne dit pas ça souvent parce qu'il y a un bon bras d'habitude. Mais là, cette année, si t'es capable de viser dans le champ droit, va au champ opposé si tu peux, fais ce que tu veux, mais frappe-y dans ce coin-là. Habituellement, c'est un laser. Ouais. Puis cette fin de semaine-là, je lançais plus fort que lui. Là.
Écoute, là, tu sais, Jazz, il s'était avancé dans le champ, puis il a eu de la misère à y remettre, il l'a eu dans les genoux, là, tu sais, puis il n'y a personne qui se dit « Ah, quel mauvais joueur! » Non, tout le monde se dit « Non, bravo le guerrier, parce que si t'es pas capable de lancer ça, puis que malgré tout, t'es là, chapeau. » Mais ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la décision de le mettre là, puis je comprends que le joueur, il veut y aller, là. C'est probablement Judge qui voulait y aller, mais protège ton joueur. Oui, c'est ça, parce qu'un joueur, par définition, là, si tu n'es pas Anthony Randon là, ou Raphaël Devers, tu vas vouloir pousser justement pour en donner le plus possible. Puis c'est la job du gérant, de tous les coachs, de l'équipe médicale, du DG, du patron, là, du propriétaire à quantité d'argent investi. Même le concierge. De dire à ton cheval, wow, on va ralentir un petit peu, tu vas trop vite. Puis c'est bon d'avoir ça parce que c'est bon d'avoir cette drive-là, mais il faut que tu fasses ta job. Il faut que tu fasses ta job de le freiner. Là. Ben oui, puis on n'est pas le 27 octobre dans le 6e match de la Série mondiale. Là. Non, je comprends que dans cette situation-là, t'es dos au mur, tu n'as plus le choix, c'est correct. Là. Mais là, il faut que tu gardes ton joueur pour le reste de l'année. Hey, mais une chance que ce n'est pas arrivé l'an passé, ça, parce que là, déjà qu'il faut que tu gères Stanton, s'il avait fallu en plus que tu gères Soto, parce que, tu sais, Judge, il jouait dans le champ centre pour ces conditions-là, hey, ça t'aurait fait un méchant casse-tête. Tu n'aurais pas eu le choix d'envoyer Judge au premier, je pense. Oui, je pense que oui, à ce moment-là. Mais quoi qu'en même temps, comment tu fais des relais au marbre si tu en as besoin ou quoi que ce soit. Ça aurait été compliqué. Ça aurait été vraiment compliqué. Ouais. Fait que bonne chose que Soto soit avec les Mets, finalement. Hey, pour revenir là-dessus, Juan Soto qui disait que clairement, les Mets étaient supérieurs aux Yankees. Hein? Ouais. C'est ça, c'est tout. Oui. Mais je vais jouer à l'avocat du diable parce que je pense que tu as raison. Mais quand c'était sorti, il y en a beaucoup qui parlaient du futur aussi. Puis, tu sais, est-ce que les Mets, parce qu'il a signé quand même 15 ans, est-ce qu'ils ont un plus beau futur à long terme? Le trio de jeunes lanceurs partants qui ont amené, ça en est un beau, ça, par exemple. Mais je suis d'accord avec toi que c'est une drôle de déclaration. Puis, je veux dire, 2 semaines après, quasiment, il a fait « Ah, je m'ennuie d'Aaron Judge en pleurant. » Oui, c'est ça. Le trio de jeunes lanceurs partants qui s'en vient avec les Mets, là, si c'est bien géré, là, ça peut être que la fameuse photo là, de DeGrom, puis Syndergaard, puis de Harvey, puis tous ces gars-là, ça aurait pu devenir, ben là, ça pourrait se répéter si c'est bien géré. Oui, puis on va en avoir besoin. Hein? On s'entend que dans la rotation, là, on a des trous, là, fait que ça va prendre ces jeunes-là au meilleur. Ben, comme ça, si tu as Clay Holmes 4e, c'est bien mieux. Là, ça va être malade. Tu sais, ça, tant qu'à faire, hein? Oui, vas-y. Parlons-en de ça. Là. La relève des Mets est exécrable. Ouais. T'as Clay Holmes, qui est un ancien closer. Je comprends qu'il a eu ses difficultés l'an dernier. Là. Ouais. Il ne pourrait pas faire le travail. Parce que là, Hells Bells, là, ça marche pas. Là. Hey, que ça marche pas, ça, hein? Oui. Ça marchait à Saint-Louis, là, ça marche pas. Non, hein? Non. Je te demandais l'autre fois, c'était quoi ton walk-up song? Là? C'était un lanceur, là, prends pas Hells Bells parce que ça marche pas. Mais ça marchait. C'est que ça marche pas à New York. Oui, c'est ça. Ça marche définitivement à San Diego. Ça marche à Saint-Louis. Oui. Ça a marché à Milwaukee quand il a fini sa carrière là-bas, mais Helsley, ça ne fonctionne pas à New York. Non. Sébastien, c'est le retour de Play, Bench et Cut. Oui. Cette fois, absolument. Matt, tu n'étais pas là la semaine passée. On s'est ennuyé de ton jeu. Cette fois, tu verras un thème bien particulier, le thème Royals de Kansas City. George Brett, Salvador Perez et Bobby Witt Jr. C'est vraiment une bonne question parce que c'est 3 icônes. Ben, on va appeler Bobby Witt une icône, même s'il est jeune là, pour les besoins de la cause, mais 3 icônes de vraiment 3 générations différentes. Brett, Perez et Witt. Comment il va? Ce qui est difficile avec Bobby Witt, c'est qu'il est encore très jeune. Oui. Tu sais, on s'attend à ce que ça soit une icône, justement. Ouais. Mais il va falloir qu'il le fasse. Donc, c'est difficile d'évaluer pour l'instant qu'est-ce qu'il va faire tout au long de sa carrière. Je pense que je vais y aller avec George Brett, Bobby Witt Jr. et Salvador Perez, malgré tout ce que Salvador Perez a fait dans l'organisation des Royals, autant dans son poste de receveur, offensivement, avec son leadership également. Je vais y aller comme ça, mais comme j'ai dit, si Bobby Witt devient le joueur qui est supposé être pendant 15-20 ans, bien peut-être qu'il va arriver au premier rang. J'ai aussi George Brett au premier rang. Je suis d'accord que Bobby Witt éventuellement peut le déloger.
On dirait que j'ai vraiment envie de mettre Perez au deuxième rang, donc dans le rang de celui qu'on laisse sur le banc. Mais j'ai pas le choix d'y aller avec Bobby Witt sur le banc au moins. Je pense pas que tu peux couper Bobby Witt Jr. Non, c'est Mais difficile, hein? ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons que Bobby s'en va chercher une série mondiale. Ben là, ça va peut-être être plus facile de le placer devant Perez. Quoique s'il le fait bientôt, Perez va en avoir une autre, là, tu me Oui, diras. c'est ça. Non, je vais placer Bobby Witt avant, mais c'est en tout respect pour Salvador Perez. Là, je suis le premier à marteler l'impact là, des receveurs de Oui. franchise. Ça en est définitivement un. Mais il faut se dire qu'un arrêt court de la qualité de Bobby Witt aussi, ça peut faire une bonne différence. Donc, ouais, j'y vais avec Brett comme partant et Bobby Witt sur le banc. Et je dis à Salvador Perez, ben, va-t'en chez vous, mon homme. Mais on va te rappeler. Ah, ouais. Oui, oui, Ouais, ça, c'est reste un pas cas de loin. Don't call us, we'll call you. Là. Ça, c'est un Oui, cas de ouais, on va te rappeler. oui, oui, c'est ça. Sinon, il y a bien des clubs qui vont te rappeler. Oui. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on avait. Donc, ben merci à tout le monde qui a été à l'écoute en live les mercredis 20h sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Merci aussi, Sébastien, à tous ceux qui nous écoutent dans un format podcast qui est un peu plus traditionnel. Oui, exactement. On va placer l'épisode dans les prochaines minutes sur toutes les bonnes plateformes. Donc, vous allez pouvoir le réécouter, l'écouter pour la première fois sur notre site web, passionmb.com. On continue de suivre l'actualité du baseball majeur. Les séries s'en viennent. Il va y avoir nos prédictions. Donc, continuez à nous suivre. Vous pouvez alimenter ça aussi. On veut vos prédictions, on veut vos commentaires. Donc, on est là tous les jours sur notre site. Donc, c'est vraiment plaisant de vous avoir le mercredi soir en live, mais aussi sur nos réseaux sociaux, sur notre site web. Puis, on dit le mercredi soir en live, mais le mois d'octobre, ça se peut que le mercredi, des fois, soit moins. Ben, on va le faire le mercredi, mais je veux dire, ça se peut qu'on en mette un petit peu plus que le client en demande. Tu sais, si on a de l'extra à faire, ce ne sera pas en janvier. Mettons, c'est ça que j'ai envie de te dire. Ça se peut qu'il y ait un petit peu de moutarde, là. Ça se peut qu'il y ait un petit peu de la moutarde baseball. Là. Oui, exactement, certainement. Rien d'autre. Non, exactement. Sébastien, merci beaucoup à toi aussi d'avoir été là encore une fois cette semaine. Ben, c'est ce qui fait mes fin pour nous à l'épisode numéro 80. On l'a dit, on en a parlé tout le long, mais les séries, ça approche. Donc, on vous invite à continuer de suivre ça sur le Passion MLB. On vous souhaite une excellente semaine de baseball et nous, on vous dit à la semaine prochaine.